Sais-tu pourquoi cet ami à toi qui mange toujours de tout ne grossit jamais? La réponse ne réside pas dans le fait qu'il appartienne à un somatotype ou à un autre, comme ceux dans lesquels la nutrition moderne classe les corps des gens. Pas du tout. C'est bien plus facile à comprendre une fois que tu connais l'explication. La réalité, c'est qu'il ne grossit pas parce que son corps rejette une grande partie de l'énergie qu'il produit et il la rejette sous forme de chaleur. Lui, comme tu le sais parfaitement, ne fait pas plus de régime que toi, il a simplement un logiciel métabolique programmé pour gaspiller du carbone. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est t'expliquer et t'apprendre à programmer ton propre logiciel pour que toi aussi tu puisses faire la même chose. Commençons par le début. Si ton objectif est de perdre 10 kilos de graisse, par exemple, la question est, t'es-tu demandé comment tu allais les perdre? Ou plutôt, dit autrement, par où vont sortir ces 10 kilos de graisse? Tu crois qu'ils vont partir sous forme de sueur? Ou qu'ils vont sortir par l'urine? Ou qu'ils vont s'évaporer sous forme de chaleur? La plupart des gens pensent que la graisse s'élimine en transpirant. Et combien de fois j'imagine que tu as entendu dire « Je vais à la salle de sport parce que j'ai besoin d'éliminer tout ce que j'ai mangé ce week-end » ou « Je vais courir ». Cependant, la réalité est que la sueur n'est composée que d'eau et d'électrolytes. La graisse ne s'élimine pas par là. Et tu comprendras pourquoi plus loin dans la vidéo. La sueur n'est qu'un système de refroidissement pour ton corps, c'est un peu comme le liquide d'un radiateur qui sert à éviter que le moteur ne surchauffe. Et il y a autre chose que nous devrions nous demander si nous allons parler de prendre ou de perdre du poids. C'est de se poser la grande question, qu'est-ce que la graisse corporelle? Comment est-elle arrivée là? De quoi est-elle composée? La matière grasse, est-ce du beurre? Est-ce de l'huile? Est-ce de l'eau solidifiée? Qu'est-ce que la graisse? Eh bien, tu vas voir, ce n'est aucune de ces choses. La graisse, c'est du carbone. C'est cela qui constitue la masse réelle de la graisse. Et maintenant, avec ce que je viens de te dire, j'imagine qu'au minimum, tu es resté perplexe. Du carbone? Ma graisse, c'est du carbone? Mais si la graisse est molle, jaunâtre et gélatineuse, comment cela pourrait-il être du carbone? Et en vérité, tu as raison. À première vue, il est plus qu'évident que la graisse n'y ressemble en rien, à un morceau de charbon ou à la mine d'un crayon. Mais c'est là qu'intervient l'ingénierie des matériaux de ton corps. Pense à un bâtiment en béton. De l'extérieur, tu vois ces magnifiques murs lisses et la peinture. Mais ce qui soutient réellement le poids du bâtiment, ce qui lui donne sa masse, c'est le squelette d'acier à l'intérieur. Et cet acier, c'est quelque chose que tu ne vois que très rarement. Eh bien, sache qu'avec ta graisse corporelle, c'est exactement la même chose. Cet aspect gélatineux que tu observes n'est en réalité que l'emballage extérieur. Mais si l'on descend au niveau des atomes, le triglycéride qui compose la graisse est une très longue chaîne d'atomes de carbone reliés les uns aux autres. Le carbone est véritablement le matériau de construction, c'est la poutre maîtresse de la graisse dans ton corps. Et regarde à quel point c'est important. Même si la molécule de graisse contient aussi de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est le carbone qui apporte réellement presque tout le poids. Pour chaque kilo de graisse que tu as dans ton corps, l'immense majorité de la masse réelle est du carbone pur, organisé de façon invisible. Et pourquoi je te raconte tout ça? J'imagine que tu dois te le demander. Eh bien, c'est très simple parce que, pour moi, il est essentiel que tu comprennes cela si je veux que nous continuions à parler de poids ensuite. Parce que, comme tu dois bien le comprendre, l'hydrogène et l'oxygène sont légers, ils sont comme l'air dans un ballon, mais le carbone est dense et c'est le carbone qui détermine ton poids sur la balance. Mais pour que tu vois comment ce matériau entre dans ton système,
on va faire une chose. On va suivre la trace de la nourriture. C'est très simple. Tout commence dans ta bouche. Une fois que tu as mâché et avalé, ton système digestif fonctionne comme une véritable usine de démantèlement. Il décompose les aliments en minuscules morceaux pour qu'ils puissent traverser la frontière de l'intestin et que ton corps, qui est un véritable gestionnaire d'énergie mais obsessionnel, si ces morceaux ne sont pas utilisés immédiatement, il active un protocole d'ingénierie de stockage appelé l'hypogenèse. Et ce qui se passe essentiellement, c'est que ton foie et tes cellules prennent ces restes de glucose et d'acides gras que tu n'utiliseras pas et les assemblent à nouveau. Ce que fait ton corps, c'est qu'il relie 3 chaînes d'acides gras à une molécule de glycérol, ce qui donne un triglycéride qui sera finalement stocké dans ton corps sous forme de graisse. Cette graisse est un tissu adipeux, exactement comme tu la vois ou la touches dans tes poignées d'amour ou sur ton ventre si tu en as. Et tant que la graisse reste immobile, elle est stockée à l'intérieur de cellules appelées adipocytes, où elle attend tranquillement que, un beau jour, le corps lui demande de l'énergie. À ce stade, la graisse n'est ni de l'énergie ni un gaz, c'est simplement de la matière stockée. Et toi, si tu pouvais regarder à l'intérieur de l'une de tes cellules graisseuses, ce que tu verrais serait l'équivalent d'une grande goutte d'huile. À la température de ton corps, qui est d'environ 37 degrés Celsius, la graisse n'est ni solide comme une pierre, ni liquide comme de l'eau. Elle a cette consistance molle, flexible et jaunâtre qui rappelle une sorte de gélatine dense. Mais tu vois, même si tu la ressens comme une gelée molle, sa structure moléculaire est en réalité rigide et lourde. Elle est composée de milliards de molécules de triglycérides et si tu pouvais étirer une seule de ces molécules de triglycérides, tu verrais qu'elle possède 3 longues pattes. Et ces pattes sont des chaînes d'atomes de carbone qui sont accrochés les uns derrière les autres, comme les maillons d'une grande chaîne en acier. Donc, même si extérieurement, merci, tu la perçois ou la vois molle à cause d'une question de température ou de conditionnement, en réalité, il s'agit essentiellement de carbone pur. C'est en fait la batterie à haute densité que tu as soigneusement accumulée au sein de ton propre corps, atome par atome. Mais en réalité, cette graisse n'est pas seulement de la masse accumulée. En plus de cela, c'est de la tension pure. Ta graisse est le dépôt de sécurité le plus parfait qui existe. C'est de la matière physique que tu peux toucher, bien sûr, mais en réalité, c'est un dépôt d'énergie que ton corps a stocké avec une seule intention: avoir du carburant en réserve pour le moment où le besoin se fera sentir. La graisse corporelle constitue littéralement ta précieuse assurance-vie, sous la forme d'une véritable réserve énergétique stratégique qui attend patiemment d'être utilisée en cas de besoin. Mais bien entendu, c'est précisément là que beaucoup de gens font souvent une erreur fondamentale. Pour que tu comprennes, l'énergie n'est pas à l'intérieur des atomes comme si c'était de l'eau dans une bouteille. Parce que si c'était le cas, pour extraire cette énergie, il faudrait briser l'atome et ça, comme tu le sais sûrement très bien, c'est ce qui se passe lors d'une explosion nucléaire. Mais il se trouve que ton corps n'est pas un réacteur nucléaire. Il ne va pas briser l'atome. Ton corps est un réacteur chimique de précision et l'énergie, c'est la tension qui les maintient unis. C'est-à-dire, elle n'est pas à l'intérieur de l'atome. Imagine un arc bandé. L'énergie n'est ni dans le bois ni dans la corde. Elle est dans la tension qui se crée lorsque tu tires dessus. Et tant que l'arc reste ainsi, il y a de l'énergie stockée. Eh bien, dans ta graisse, c'est exactement la même chose. Les atomes de carbone sont tendus les uns contre les autres avec une force énorme. Et cette force, cette colle, c'est l'énergie qui te permet, à toi comme à moi, d'être en vie. Mais voici le problème d'ingénierie que probablement personne ne t'a jamais expliqué. Il se trouve que pour libérer cette énergie, tu dois casser l'arc.
Au moment où ton corps relâche la corde parce que tu as besoin d'énergie pour marcher, pour penser ou pour la structure, peu importe la raison, la structure se brise en 1000 morceaux. Oui, tu gardes l'énergie, mais tu te retrouves aussi avec plein d'échardes qui sont restées éparpillées dans la cellule. Dans ta biologie, ces échardes sont les atomes de carbone et ici, il faut raisonner de façon implacable. Il se trouve que le carbone, par sa propre nature physique, est un solide et ça, on ne va pas le changer. Et si tu laisses ces atomes libres à l'intérieur de tes cellules, ce que tu fais en réalité, c'est remplir tes moteurs biologiques d'une véritable poussière de suie. C'est comme une cheminée. Si tu brûles du bois mais que tu ne laisses pas la fumée s'échapper, alors la cendre finit par éteindre le feu. La conclusion, c'est que le carbone libre qui reste après avoir utilisé l'énergie devient un véritable déchet atomique qui fait s'effondrer ton système si tu ne résous pas le problème. Et c'est un problème urgent que le corps doit résoudre presque instantanément. Comprendre ce que je viens de t'expliquer t'aidera aussi à comprendre, par exemple, que pour éliminer cette gélatine, il ne suffit pas de la bouger ou de la masser comme le prétendent certaines machines. Ce n'est pas une huile, merci, ou un gaz, c'est du carbone. Et lorsque tu l'as séparé parce que tu avais besoin d'énergie, ce qu'il te reste à l'intérieur, c'est un solide. Par conséquent, masser ne sert à rien. La graisse ne va pas disparaître si tu masses. Mais laisse-moi m'arrêter ici et t'expliquer de façon organisée le processus avec ses différentes phases. Parce que je dois te parler de la réorganisation des atomes. Et cela, en réalité, ce n'est ni de la magie, ni le fait que réorganiser quelque chose va faire disparaître quoi que ce soit. La seule chose qui se passe, c'est qu'il change de partenaire. Et vu à quel point c'est surprenant, attention à ce que je vais te dire, vu à quel point ce que je vais t'expliquer est étonnant, je ne veux pas non plus que tu penses que j'ai fumé quelque chose de bizarre avant d'enregistrer la vidéo. C'est-à-dire, je ne suis pas sous l'emprise de quoi que ce soit pendant que je t'explique la vidéo, parce que, tu vas voir, il est essentiel que tu comprennes le processus pour que tu puisses saisir l'ensemble de la vidéo et tu vas être surpris. Passons à la première phase, le démontage. Quand ton corps a besoin d'énergie, comme je te l'ai déjà dit, il va chercher dans cette gelée le triglycéride. Et ce qu'il fait, c'est qu'il commence à la décomposer. Et c'est alors que commence une véritable opération de démantèlement industriel. À cette étape, le corps ne dissout pas la graisse. Ce qu'il fait, c'est la découper avec des outils de précision, comme je te l'explique. Et voici le processus étape par étape. Allons dans le détail. D'abord, le corps émet l'ordre de travail ou le signal, car le corps ne casse pas la graisse lui-même. Qu'il a effectivement besoin d'un ordre pour commencer à le faire, et lorsque tes niveaux de sucre baissent ou lorsque tu commences à bouger, le cerveau envoie alors ses messagers chimiques directement vers la graisse et leur donne une instruction claire qu'ils transmettent à la graisse. Ils disent à la graisse, lorsqu'ils arrivent, « Nous avons besoin d'énergie, alors ouvrez les réserves ». Et c'est après cela qu'arrive la deuxième étape du processus de dégradation de la graisse. Le signal est arrivé à la cellule. La cellule active des enzymes appelées lipases. Pense à elles comme à des ciseaux moléculaires de haute précision. Le triglycéride est comme une pièce de Lego. Ce sont 3 longues chaînes d'acides gras qui sont les poutres de carbone et une base de glycérol qui est la pièce qui les maintient ensemble. En fait, cette dernière pièce est un peu comme on l'appelle le châssis ou la colonne vertébrale de la molécule de graisse. C'est comme, pense à elle comme à une sorte de colle. Et ici, je m'arrête un instant pour te faire une petite remarque. C'est la raison pour laquelle la graisse que tu as dans le corps s'appelle triglycéride, pour que tu comprennes bien, tri parce qu'elle possède 3 longues chaînes d'acides gras qui sont les poutres de carbone, et glycérides parce qu'elles sont toutes attachées à une seule molécule de glycérol. Tu connais maintenant l'origine du terme triglycéride. Et un autre fait curieux que tu aimeras connaître dans ce contexte,
Tu vois, le glycérol est physiquement très curieux, c'est un type d'alcool de sucre, mais qui ne s'évapore pas. Et si tu le voyais en dehors du corps, c'est un liquide épais, sucré et transparent, presque comme un sirop ou une mélasse. Et cette texture collante est, en grande partie, ce qui donne à la graisse la consistance molle et flexible dont nous parlions il y a quelques minutes. Eh bien, revenons aux lipases, ces enzymes dont je te parlais qui agissent comme des ciseaux. Elles vont directement aux jonctions et par une réaction chimique, elles coupent les liaisons. À ce moment-là, la molécule dont je te parlais cesse d'exister comme un bloc solide et se divise en ses composants. D'un côté, il y a le glycérol, que le corps peut utiliser comme sucre, et de l'autre, les acides gras, qui sont ces longues chaînes de carbone où toute la tension, c'est-à-dire l'énergie puissante, est stockée. Et comme je suis sûr que tu le comprends, cela ne se produit pas pour des raisons esthétiques ou par caprice. C'est une véritable question d'offre et de demande énergétique. Les systèmes d'exploitation du corps détectent une baisse du carburant de réserve immédiat et, tout simplement, ils donnent l'ordre de se mettre au travail. Pour que tu comprennes, selon la logique de l'ingénierie de précision, le processus commence par un état de besoin systémique. Ce serait la terminologie technique. Ton sang transporte toujours une certaine quantité de sucre, c'est-à-dire de glucose en circulation, et c'est cette énergie rapide que le cerveau et les muscles utilisent au quotidien. Tu vois, dès que cette quantité diminue, que ce soit parce que tu fais de l'exercice, parce que tu n'as pas mangé depuis des heures, ou simplement parce que le corps détecte une demande supplémentaire, alors le système entre dans ce que j'appelle un protocole de secours. À ce moment-là, le cerveau envoie un ordre via des hormones comme l'adrénaline ou le glucagon. La première, l'adrénaline, est l'étincelle d'action et la seconde, le glucagon, est le gestionnaire de la pénurie. Tu vois, ce sont comme des messagers qui courent vers le coffre-fort, c'est-à-dire la graisse, parce qu'ils ont détecté que le taux de sucre dans le sang est au minimum. Et c'est leur façon de te dire « Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas manquer de carburant ». Et quand cela se produit, ce que le corps fait, en fait, c'est chercher autre chose que l'énergie contenue dans la graisse. Tu vois, le corps fait face à deux besoins différents et il cherche aussi à obtenir deux types de monnaies différentes. D'un côté, il doit envoyer de l'énergie lourde aux muscles et au cœur. Pour cela, il a besoin de l'énergie stockée dans les acides gras, cette tension dont je te parlais, et c'est une énergie lourde et c'est aussi une énergie de longue durée. C'est un peu comme le gasoil pour un camion. Et d'un autre côté, il a besoin d'énergie rapide, celle que fournit le sucre, car il y a des organes, comme le cerveau par exemple, qui la préfèrent à l'énergie lourde, parce qu'elle leur permet de réagir plus vite. Et donc, il a besoin du glycérol, qui, comme je te le disais, est une sorte de sucre énergétique. Et ici, juste une remarque très simple. Si nous n'avions pas ce système, nous ne pourrions tout simplement pas rester en vie et fonctionner, car une fois que le sucre du petit déjeuner serait épuisé, tu t'évanouirais. La graisse, il faut la voir comme ça, c'est notre assurance vie. Le problème, c'est que comme elle est tellement efficace pour stocker l'énergie, le corps ne décide de rompre l'arc, c'est-à-dire de faire appel à la graisse et de relâcher cette tension que lorsqu'il n'a vraiment pas d'autre option facile à portée de main. C'est pourquoi on dit que pour perdre du poids, il faut créer la demande et obliger le corps à avoir besoin de cette énergie et de ce sucre, afin qu'il n'ait pas d'autre choix que d'aller les chercher dans tes poignées d'amour, dans la graisse. Bien, ceci étant clarifié, revenons maintenant là où nous en étions. Je t'ai expliqué il y a un instant la première phase du processus de dégradation de la graisse ainsi que les deux premières étapes de cette première phase. D'un côté, l'ordre de mission ou le signal du corps qui lance le processus et de l'autre, le processus de découpe de la graisse par l'action des lipases. Bien, maintenant que la graisse est découpée, arrive la troisième étape, le transport vers le réacteur, c'est-à-dire la mitochondrie. En effet,
une fois que les lipases ont découpé la graisse, ces acides gras quittent la cellule, entrent dans le sang et voyagent, transportés par des protéines, jusqu'à leur destination finale. Qui est la mitochondrie qui, comme je te le disais, est en fin de compte le réacteur d'énergie à l'intérieur de tes cellules. Et ici, tu vois, n'oublie pas que la grande raison pour laquelle on a donné l'ordre était que nous avions besoin d'énergie supplémentaire. Et c'est très important de bien le comprendre, car tu vas voir que sinon, le corps ne te l'aurait pas donné. Et tu verras, pour que l'énergie soit libérée, l'acide gras ne se consume pas simplement d'un coup, comme si c'était un papier, non. Il doit passer par un processus d'ingénierie mécanique circulaire que les scientifiques appellent la bêta-oxydation. Et maintenant, imagine-le comme une guillotine industrielle automatique. Cette très longue chaîne de carbone qui a voyagé dans ton sang entre dans la mitochondrie et se place sous la lame. Et cette machine ne coupe pas au hasard. Cette machine est spécifiquement programmée pour accomplir une seule tâche précise. Elle doit sectionner la chaîne métallique en morceaux parfaitement exacts de 2 maillons à chaque fois. Et cela en fait un processus rythmique et constant, comme la trotteuse d'une montre de précision qui réduit cette poutre d'acier en petites pièces appelées acétyl-CoA. Chaque fois que la guillotine tombe et coupe 2 maillons, cette tension dont je t'ai parlé tout à l'heure est libérée, et c'est cette énergie qui te maintient, toi et moi, en vie. Mais ce qui reste après chaque coupe, ce sont ces 2 atomes de carbone détachés. Et cela nous amène à la deuxième phase, qui est le nettoyage de l'oxygène, ou on pourrait aussi l'appeler le sauvetage moléculaire. Tu vois, une fois que la guillotine a fait son travail et a laissé ces morceaux de carbone détachés, ta cellule se retrouve dans une situation très grave. Rappelle-toi ce que je t'ai dit il y a quelques minutes, le carbone est un solide, une suie qui menace de tout bloquer, et il se trouve à l'intérieur de ta cellule. Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu le véritable héros de cette histoire, et c'est quelqu'un que tu amènes avec toi à chaque bouffée d'air. L'oxygène. Ne pense pas à l'oxygène comme à quelque chose qui est simplement là, mais plutôt comme à une véritable équipe de secours d'élite qui voyage dans ton sang. Quand tu inspires, ce que tu fais, c'est envoyer des milliards de ces molécules dans ton corps avec une mission suicide, entrer dans la cellule et capturer les éclats de carbone avant qu'ils ne fassent s'effondrer le système. Et comment fait-il cela? Tu vas voir. L'oxygène agit comme un aimant implacable. Il a une affinité électrique si puissante pour le carbone que dès qu'il le voit, il se jette dessus. Et c'est une attraction irrésistible. Mais ne le vois pas comme un choc violent, car ce n'en est pas un. C'est ce que nous appelons en biophysique une combustion froide. Rappelle-toi que la guillotine dans la mitochondrie fonctionnait de manière rythmique, coupant la chaîne de graisse en morceaux de 2 maillons à la fois. Eh bien, maintenant, tu as là, au centre de ton réacteur cellulaire, cette paire d'atomes de carbone fraîchement coupés. Ils sont nus, ils ont libéré leur énergie et maintenant, ils ne sont plus que ce résidu solide dont je te parlais. Et c'est précisément à ce moment-là que l'oxygène que tu viens d'inhaler entre en action comme un aimant implacable. Mais maintenant, fais attention à la proportion, car ici, l'ingénierie est exacte. Pour récupérer ces 2 atomes de carbone et les faire sortir de la cellule, le corps a besoin de 4 atomes d'oxygène, et c'est une danse de couple parfaite. Chaque atome de carbone individuel s'unit alors à 2 atomes d'oxygène distincts, et c'est précisément à cet instant-là que se produit enfin cette transformation absolument magique. Et maintenant, avec tout cela, nous parvenons enfin à la 3e phase de notre processus. Ce qui était au départ un petit morceau de bois bien solide se transforme alors en 2 molécules gazeuses de CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Je le vois comme si chaque morceau de graisse était un prisonnier qui essaie de s'échapper d'une prison et que l'oxygène était les ballons d'hélium qui les font s'envoler par le toit.
Sans l'oxygène, le carbone reste piégé. Il reste là, au sol de la cellule, pesant, extrêmement gênant et bloquant totalement la sortie. Mais dès que l'oxygène salvateur lui tend enfin la main, ce carbone massif perd soudainement tout son poids. Il perd sa forme solide et se transforme alors instantanément en un simple courant d'air. Cette union moléculaire a lieu dans le cycle de Krebs, qui est comme le bureau d'état civil de tes cellules. Et c'est justement ici, à la sortie de ce bureau de douane, que se produit la véritable alchimie du poids. C'est là que le contrat est signé. Le carbone cesse de faire partie de ta graisse, de ta bouée, et devient officiellement un gaz d'exportation. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Le poids a cessé d'être de la masse et a commencé son voyage vers tes poumons pour en sortir. Tu comprends maintenant pourquoi il est impossible de perdre du poids sans une bonne oxygénation? Si tu n'as pas assez d'aimant d'oxygène entrant par tes poumons, ces paires de carbone que la guillotine libère s'accumulent. Le processus s'arrête et ton corps, par simple instinct de survie et pour ne pas s'effondrer sous les déchets atomiques, s'arrête tout simplement. La température atomique cesse simplement de brûler les graisses. Et au moment où l'oxygène s'unit définitivement au carbone, la matière capitule. Cette poutre d'acier lourde, cette gelée jaunâtre que tu avais à la taille, cesse d'exister comme quelque chose de solide. En unissant deux atomes d'oxygène à un atome de carbone, nous venons de fabriquer une molécule de CO2, le fameux dioxyde de carbone. Et c'est ici que l'ingénierie de ton corps devient absolument poétique. Ce qui était autrefois une bouée que tu pouvais pincer est maintenant un gaz volatile. C'est comme si tu avais pris une encre en plomb et que tu l'avais soudainement transformée en un ballon d'hélium qui s'envole vers le ciel. Elle ne pèse plus en toi, elle n'occupe plus de place dans ta structure. Maintenant, c'est léger, c'est invisible et surtout, ça sait s'écouler. Le CO2 se dissout dans ton sang et utilise tes veines comme un tapis roulant à grande vitesse qui se dirige vers une seule destination, tes poumons. Autrement dit, tu as cessé d'être toi-même pour devenir une partie de l'atmosphère, si tu veux bien cette interprétation libre. C'est-à-dire que, littéralement, ta graisse attend que tu ouvres la bouche pour s'envoler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas que la graisse s'évapore à cause de la chaleur, ce qui s'est passé, c'est que ton corps est en train de la démanteler chimiquement. Tu as pris les lourdes briques de tes poignées d'amour, c'est-à-dire le carbone, tu les attaches à des ballons d'hélium, qui sont l'oxygène, et tu les relâches par la bouche et par le nez. C'est pour ça que le chiffre sur la balance baisse, parce qu'il y a maintenant moins d'atomes de carbone en toi. Tu les as simplement expulsés dans l'air. Donc, ce n'est ni parce qu'il fait chaud, ni parce que tu te fais un massage, ni non plus parce que tu fais un sauna. Tu as éliminé la graisse en l'expulsant par les poumons. Et c'est pour ça que, quand quelqu'un te dit « j'ai sué à grosses gouttes », en réalité, ce qu'il devrait te dire, c'est « j'ai exhalé des millions d'atomes de carbone ». Enfin, peut-être qu'un jour on en arrivera là, mais tu vois, dans tout ça, tu n'es pas simplement fatigué, ce que tu fais, c'est décarboniser ton corps à chaque respiration que tu prends. Et tout ce que je viens de t'expliquer, et j'imagine que ça t'a semblé nouveau parce que très probablement personne ne te l'avait dit auparavant, il est nécessaire de le connaître pour pouvoir comprendre la biophysique réelle de la perte de poids. Je suis absolument certain qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas commencer à regarder chaque bouffée d'air sous un angle totalement nouveau, j'imagine, parce que tu ne te contentes plus simplement de brûler la graisse, mais tu l'évacues littéralement hors de ton corps par le simple processus de ta respiration. Et maintenant que tu as compris comment fonctionne la machine de l'intérieur, ce que je veux, c'est te montrer les preuves du crime atomique. Parce que ce que je viens de te raconter, je ne l'ai pas inventé. En fait, cela a un nom et un prénom.
et ce, depuis 250 ans. Mais l'industrie du fitness et de la nutrition ont voulu ou ont préféré que tu l'oublies. Et ici, je dois te parler d'un proscrit de l'histoire, un scientifique nommé Antoine Lavoisier. À la fin du XVIIIe siècle, alors que tout le monde croyait que la vie était un souffle mystique, Lavoisier a décidé de traiter le corps humain pour ce qu'il est, une machine thermique. Il s'est enfermé dans son laboratoire avec un lapin et avec une invention brillante appelée calorimètre, et plus précisément un calorimètre à glace. Lavoisier a mesuré combien de glace était fondue par la chaleur de l'animal et, en même temps, il a mesuré exactement combien de gaz l'animal exhalait. Et qu'a-t-il découvert? Eh bien, il a découvert que la quantité de glace fondue était proportionnelle à la quantité de dioxyde de carbone produite par l'animal. Cette conclusion fondamentale a révolutionné le monde de la science de manière irréversible, puisqu'elle a permis de démontrer avec certitude que le processus de la respiration humaine s'apparente en réalité à une forme de combustion. Lavoisier a démontré que tu es une bougie biologique, que la cire est ta graisse et que la flamme est ton métabolisme. Mais comme dans ce monde, la matière ne se crée ni ne se détruit, Lavoisier nous a laissé la preuve que si le corps pèse moins, c'est simplement parce que ce poids a quitté l'organisme sous forme de gaz. Et c'est ici que les chiffres entrent aussi en jeu. Les proscrits, ceux que tu ne verras sûrement pas sur l'étiquette d'aucun milkshake brûle-graisse. En 2014, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, un physicien nommé Ruben Meerman a repris le travail de Lavoisier et a publié dans le British Medical Journal le calcul atomique exact de ce qui se passe dans ton corps. Et cette histoire a son petit côté curieux. Meerman, qui n'est pas le chercheur académique typique enfermé dans un laboratoire en Australie, est connu comme le scientifique surfeur. Eh bien, l'importance du travail de Meerman dans notre vidéo d'aujourd'hui ne réside pas dans la découverte d'une nouvelle loi. Elle réside dans le fait qu'il a mis en lumière une ignorance collective massive dans le système de santé moderne. Ce qui rend Meerman vraiment fascinant, c'est que sa recherche est née d'une question d'ingénieur très bête. Il a perdu 15 kilos et s'est simplement mis à compter les atomes. Et en même temps, il s'est rendu compte que si tu demandais à un médecin « Au fait, où sont passés mes 15 kilos ?» La réponse était généralement une vague pseudo-scientifique. En somme, avant de publier son étude dans le British Medical Journal en 2014, Meerman a mené une enquête auprès de 150 professionnels de la santé, des médecins, des diététiciens et des entraîneurs personnels. Et les résultats étaient alarmants pour quelqu'un qui recherche la précision de l'ingénierie. Tu vois, la plupart pensaient que la graisse se transformait en énergie, merci, ou en chaleur. Mais il se trouve que cela viole la loi de conservation de la masse. L'énergie n'a pas de poids, ce sont les atomes qui en ont. Tu ne peux pas convertir la matière en énergie pure sans une explosion nucléaire. Ensuite, il y en avait d'autres qui pensaient que cela se transformait en muscles, mais ce serait une alchimie biologique impossible. C'est comme si quelqu'un te disait soudainement qu'il peut transformer une liasse de billets en une poutre d'acier. Peu importe tes efforts, le papier n'a pas les atomes nécessaires pour devenir du métal. C'est aussi simple que ça. Et le muscle, tu vois, le muscle est principalement composé de protéines et il contient un élément essentiel que la graisse ne possède pas, même pas dans un seul de ses atomes, l'azote. Eh bien, sur l'ensemble, seulement 3% des personnes interrogées ont su répondre que la graisse s'exhalait. Mais revenons maintenant à la recherche. Ce que Meerman a fait, comme je te le disais, c'est suivre à la trace chaque atome d'une molécule de graisse moyenne. Et en appliquant la stoichiométrie, qui est la mathématique des réactions chimiques, il est arrivé à des chiffres très très précis. Et là, voyez-vous, prêtez attention à cette comptabilité technique car elle est très précise.
Pour perdre 10 kg de graisse, votre corps a besoin d'inhaler 29 kg d'oxygène, ce qui signifie une quantité d'air massive. Et de cette réaction chimique, le résultat final, ça va peser 28 kg de CO2 qui sera éliminé par vos poumons et de 11 kg d'eau qui seront éliminés par vos fluides corporels. Et maintenant, regarde la précision de ce que je viens de te dire. Si tu additionnes le poids de la graisse, 10 kg, et le poids de l'oxygène, 29 kg, tu obtiens 39 kg. Et si tu additionnes ce qui sort, c'est-à-dire 28 kg de gaz et 11 kg d'eau, cela fait à nouveau 39 kg. La physique est implacable. Ici, il n'y a pas de disparition de la graisse. Ce qu'il y a, c'est un échange de masse. Et toi, si tu n'inspires pas ces 29 kg d'oxygène et que tu n'expulses pas ces 28 kg de carbone, les 10 kg de graisse restent exactement là où ils sont. Sur ta taille, ton ventre, tes fesses, où qu'ils soient. Et ici, je t'explique encore 2 enseignements de Mirman. Chaque fois que nous expirons, nous relâchons environ 40 mg de CO2. Sur ces 40 mg, une partie correspond à l'évacuation due à la combustion des graisses. Et il a calculé qu'une personne au repos expire environ 0,74 kg de CO2 par jour. Si la personne reste sédentaire et mange autant qu'elle dépense, elle ne perd pas de poids. Mais si tu veux perdre 10 kg de graisse, tu dois expirer 8,4 kg de carbone en plus, ce qui vient renforcer l'idée que l'exercice ne sert pas à brûler de la graisse, mais à augmenter le taux d'exhalation du carbone. Regarde l'importance de ce que je viens de te dire. D'autre part, Mirman a aussi étudié la densité énergétique de la graisse. Et ici, tu vas découvrir une information surprenante. Un seul kilo de graisse stocke autant d'énergie que 7,7 kg de dynamite. Ou, mesuré d'une autre manière, suffisamment d'énergie pour maintenir allumée une ampoule de 100 watts pendant plus de 100 heures. Peut-être que cette information t'aidera à comprendre pourquoi il est si difficile de vider la batterie de graisse. Et ce que tu as sur le ventre est véritablement un chef-d'œuvre de la compaction de l'énergie. Lavoisier est mort à la guillotine pendant la Révolution française et, avec lui, il semble que le bon sens soit parti. Il l'avait pourtant très bien expliqué. Maigrir n'est pas un processus magique d'effort, mais un bilan d'inventaire atomique. Mais le monde scientifique, celui de la nutrition et du fitness, n'y a pas prêté attention. En fait, il a fallu attendre plus de 200 ans jusqu'à ce qu'en 2014, Ruben Mirman démontre que nous avions oublié la leçon et découvre qu'aujourd'hui, 90% des médecins et des nutritionnistes ne savent pas où va la graisse. Comme il s'est chargé de l'étudier et de l'expliquer, la grande majorité pense qu'elle se transforme en énergie pure, oubliant que les atomes ne peuvent pas disparaître. Au final, comme presque tout en biophysique, c'est simple. Si tu veux vider l'entrepôt, tu dois ouvrir la cheminée. Mais bien sûr, maintenant que tu comprends que la graisse est une question de bilan de masse, tu te poses sûrement la question à 1 million. Si tout cela est de la pure physique, pourquoi mon beau-frère mange-t-il comme un régiment et reste-t-il maigre comme un diable, alors que moi, rien qu'en sentant un gâteau, j'ai déjà pris un demi-kilo? La réponse ne réside pas dans la quantité de nourriture, mais dans l'efficacité de tes moteurs. Pense à 2 voitures. D'un côté, une hybride moderne conçue pour économiser jusqu'à la dernière goutte d'essence. Et de l'autre, une vieille voiture de sport des années 70 qui brûle du carburant à tout va juste pour faire du bruit et dégager de la chaleur. La personne qui ne grossit pas ressemble à cette vieille voiture de sport. Leurs moteurs cellulaires sont inefficaces, mais dans le bon sens du terme, et ce qu'ils font, c'est gaspiller beaucoup d'énergie sous forme de chaleur.
Tu vois, ils ne sont pas meilleurs pour stocker, ils sont simplement meilleurs pour jeter l'excédent par la cheminée. En revanche, si tu prends du poids facilement, c'est parce que ton corps est une véritable œuvre d'art en matière d'économie. C'est un organisme doté d'une programmation biophysique optimisée pour la survie. Tes moteurs profitent de chaque atome de carbone, le tendent et le gardent dans le coffre-fort au cas où des temps de pénurie arriveraient. C'est donc quelque chose dont il faut être fier. Et oui, je le sais. Je suis aussi sûr que plus d'un, après avoir vu et entendu certaines de mes vidéos précédentes, me dira « Mais enfin, José Maria, voyons, si le corps est parfait, pourquoi serait-il inefficace ?» Il y en a parmi vous qui êtes vraiment spectaculaires. Très bien vu, oui monsieur. Mais il se trouve que l'analogie que je t'ai donnée a un piège. Que je dise. Dire qu'un moteur est inefficace ne signifie pas que le moteur est cassé, au contraire. C'est ici que nous découvrons que la nature a conçu deux types de perfection différents. Il se trouve que les deux sont parfaits, mais remplissent des missions différentes. D'un côté, tu as la perfection de l'économie, conçue pour que tu meurs de faim dans une grotte. Et d'un autre côté, tu as la perfection de la climatisation, conçue pour que ton moteur n'explose pas à cause d'un excès de pression. Cette inefficacité de celui qui ne grossit pas est en réalité une soupape de sécurité pour ne pas exploser. Quand son corps détecte qu'il a de l'énergie en trop et qu'il ne va pas l'utiliser pour manger, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre une trappe latérale grâce à la thermogénine et libère cet excès sous forme de chaleur. Et c'est une façon absolument brillante de garder la machine propre et la température élevée au lieu d'entasser des trucs dans l'entrepôt de la ceinture. Voilà, ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, c'est que chacun exécute un programme logiciel différent. Et pour comprendre comment on décide quel programme exécuter, il faut descendre au niveau micro-forensique. Et ici, nous devons entrer au cœur du réacteur et observer la danse la plus incroyable de la biologie. Tu vois, à l'intérieur de chacune de tes mitochondries existe le moteur le plus petit, le plus parfait et le plus ancien de l'univers connu, l'ATP synthase. Imagine une turbine nanométrique tournant à des vitesses incroyables. Tu l'as imaginé ? Eh bien, tu vas être surpris si tu l'as imaginé. Il se trouve que cette turbine est réelle, elle est en toi. Et en ce moment même, elle tourne à une vitesse pouvant atteindre 9000 tours par minute. Son carburant n'est pas de l'essence, ce sont des protons, c'est-à-dire des particules d'hydrogène chargées. Et le processus est d'une précision chirurgicale. Tu vois, ton corps crée un barrage de protons d'un côté de la membrane de la mitochondrie et, comme l'eau dans une centrale hydroélectrique, les protons veulent passer de l'autre côté et la seule porte de sortie est la turbine de l'ATP synthase. En la traversant, ils la font tourner et cette rotation mécanique fabrique l'ATP, qui est la monnaie d'énergie que tes cellules utilisent pour tout. C'est la monnaie de ta vie et de la mienne. Et c'est ici que la magie de la programmation biophysique opère. Dans un corps. Programmé pour l'efficacité, celui qui prend facilement du poids, la turbine qu'il possède est parfaitement étanche. C'est-à-dire qu'aucun proton ne s'échappe sans faire tourner la roue et produire de l'énergie. Et c'est un système d'économie totale. S'il n'y a pas de mouvement qui demande cette énergie, le flux s'arrête et les carbones excédentaires retournent dans le coffre-fort. Et si tu n'utilises pas l'énergie pour courir un marathon, le corps dit très calmement « Parfait, il me reste du matériel, fabriquons quelques triglycérides de plus ». Aussi simple que ça, et ils finissent transformés en graisse. Mais que se passe-t-il dans ce moteur sportif dont je te parlais tout à l'heure, celui de la personne qui mange de tout et qui ne grossit pas? Dans le moteur de cette personne, il y a une programmation biophysique différente. Ces mitochondries présentent des fuites délibérées.
C'est là la grande différence. Comment est-ce possible dans un corps d'une telle perfection comme le nôtre? Eh bien, tu vas voir, c'est assez simple à expliquer. Je sais que ça t'étonne que je te dise tout cela, mais il se trouve que cette protéine dont je viens de te parler, la thermogénine, a pour fonction d'ouvrir de petites portes latérales ou de petits tunnels de dérivation dans ce barrage dont je te parlais. Et lorsque ceux-ci s'ouvrent, ces passages latéraux, les protons qui n'attendent qu'à traverser de l'autre côté cessent de faire la queue à la turbine et s'échappent par les côtés. Et c'est ici que se produit le phénomène biophysique ultime. En l'absence de rotation mécanique pour fabriquer de l'ATP, toute cette énergie cinétique des protons frotte contre la membrane et se transforme par simple frottement moléculaire en chaleur rayonnante. Et c'est là la grande différence entre l'un et l'autre. C'est ce que nous appelons le découplage mitochondrial. Et ici, je précise, ce n'est pas que le moteur fonctionne mal, non. C'est que le système a décidé qu'en ce moment, la priorité n'est pas de fabriquer de la monnaie, c'est-à-dire de l'énergie à stocker, mais de maintenir la pression du réacteur basse et le chauffage allumé. On peut dire que ces personnes sont de véritables radiateurs ambulants, parce que leur cheminée est constamment restée grande ouverte. Et tu me diras, d'accord, je comprends, mais voyons voir, ce n'est pas une erreur de conception. Comment est-il possible que le corps ait des fonctionnalités pour gaspiller de l'énergie? Eh bien, regarde bien, car ici l'ingénierie de la nature nous donne une leçon d'humilité. En ingénierie, l'efficacité absolue n'est pas toujours l'objectif. L'objectif, c'est toujours la survie. Imagine une voiture de Formule 1. Elle est incroyablement efficace pour rouler, mais si tu la laisses tourner au ralenti au milieu d'un hiver polaire, le moteur gèle et se casse. La Formule 1 n'a pas de système pour générer de la chaleur si elle ne bouge pas. Notre corps, en revanche, doit maintenir une température constante de 37 degrés Celsius, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Et la thermogénine, ou UCP1 pour les amis de la science, est en réalité un véritable système de sécurité. Son but n'est pas de gaspiller pour gaspiller, non. Sa fonction, c'est la thermogénèse, c'est-à-dire produire de la chaleur quand le corps en a besoin, sans avoir à recourir aux frissons ou au mouvement. C'est exactement comme si ta propre maison possédait une vieille chaudière centrale qui, dès l'instant où elle détecte que la température ambiante commence à baisser, décidait soudainement de brûler beaucoup plus de gaz pour compenser. Pour allumer les lumières, et elle le fait pour que les radiateurs chauffent les murs. C'est une imperfection. Pas du tout. Au contraire, c'est la perfection de l'adaptabilité. Cette personne qui mange de tout et ne grossit pas, ce n'est pas qu'elle ait un moteur cassé, pas du tout, c'est qu'elle possède un système où la priorité de la chaudière interne est très élevée. Ces mitochondries ont décidé qu'il vaut mieux garder le corps chaud et le métabolisme actif que de stocker chaque atome de carbone à la cave. En définitive, c'est un mécanisme de protection contre la stagnation et lorsque le flux d'énergie est trop élevé et que nous ne le dépensons pas, le corps utilise ses soupapes latérales de la thermogénine pour soulager la pression du système. Si nous n'avions pas cette fuite délibérée, notre pression interne de protons serait si élevée que nous finirions par endommager nos propres membranes cellulaires. Alors, la prochaine fois que tu penseras sérieusement à cette fuite gênante, ne l'imagine surtout pas comme un vieux moteur fatigué qui laisse échapper de l'huile partout. Pense plutôt à la soupape d'échappement d'une locomotive à vapeur qui relâche la pression pour éviter d'exploser et au passage garde les passagers au chaud. Et c'est ici que nous entrons dans la technique microforensique de la programmation biophysique. Ce qui différencie ce mangeur insatiable et mince des autres, ce n'est pas sa force de volonté, c'est sa graisse brune.
La plupart des gens pensent que la graisse n'est qu'une masse blanche et gélatineuse comme celle dont je t'ai parlé au début, mais en réalité, nous avons deux types de réserves. Nous avons le stock de graisse blanche qui est l'entrepôt logistique, c'est-à-dire la brique lourde, mais la graisse brune est littéralement un poil et on l'appelle brune parce qu'elle est saturée de mitochondries. C'est un tissu qui n'est pas conçu pour stocker de l'énergie, mais pour la brûler par nature, et c'est à l'intérieur de cette graisse brune que la programmation biophysique active cette protéine dont je t'ai parlé, l'UCP1 ou thermogénine. C'est un peu comme un hacker qui s'introduit dans le système de l'ATP sans limite et lui dit « Oublie de fabriquer de l'ATP. Laisse les protons circuler librement. » Et quand cette protéine est active, ton corps cesse d'être efficace. Et dans ce contexte, être inefficace est le plus beau cadeau que la biologie puisse t'offrir. La personne qui ne grossit pas a une programmation où sa graisse brune est toujours activée, transformant l'excès de nourriture en chaleur rayonnante de façon constante. Ces mitochondries ne sont pas cassées, elles sont simplement programmées pour le découplage. Et ici, la question est évidente. Peut-on optimiser l'oxydation? Puis-je dire à mon corps d'arrêter d'être un économe obsessionnel? Et oui, tu le peux. La programmation que nous avons n'est pas une chaîne ou une sentence, une peine à perpétuité. C'est-à-dire, ton corps n'est pas une statue de marbre, c'est un système dynamique qui répond à l'environnement. L'optimisation de l'oxydation ne s'obtient pas en mangeant moins, mais en envoyant les bons signaux à l'ATP synthase pour qu'elle commence à gaspiller de l'énergie sous forme de chaleur. J'imagine qu'une fois que je t'ai mis cette réalité atomique sous les yeux, il est plus que probable que tu te demandes « Bon, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette nouvelle information demain matin en me levant ?» Parce que, bien sûr, tu as passé toute ta vie à entendre que si tu veux perdre du poids, la seule façon est une simple soustraction. Manger moins que ce que tu dépenses. En quelques mots, c'est ce que j'appelle la comptabilité de l'épicier. Il entre tant, il sort tant, et ce qui reste va dans la caisse. Cependant, aujourd'hui, tu as déjà perdu du poids. As-tu remarqué que ton corps n'est pas une caisse enregistreuse? C'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie des fluides et de la biophysique. Et c'est pourquoi je veux que tu comprennes la grande différence entre ce qu'on t'a toujours raconté et ce nouveau chemin que je te propose. Réduire les calories, c'est comme essayer de vider une piscine en surveillant seulement qu'aucune goutte de pluie ne tombe et pendant que tu surveilles, à force de surveiller qu'aucune goutte ne tombe, tu oublies que tes évacuations sont bouchées. Si tes évacuations, c'est-à-dire tes mitochondries et tes poumons, ne fonctionnent pas bien, même si tu arrêtes de manger, l'eau restera stagnante. Autrement dit, et pour que tu comprennes simplement, il ne s'agit pas de manger moins de matière. Il s'agit que la matière que tu as déjà à l'intérieur apprenne à sortir par la cheminée. Et pour que tu puisses comprendre cela parfaitement, j'ai préparé pour toi 3 nouvelles règles d'or de ton inventaire atomique. Ceci se veut un petit manuel d'instructions basique, mais qui te permettra de cesser d'être prisonnier de la balance et de commencer à en devenir le maître de ton propre logiciel biologique. La première règle est d'arrêter de rechercher la fatigue ou la sueur. Élimine-les. Ce que je t'invite à faire, c'est à rechercher l'expiration consciente. Quand tu bouges, quand tu marches ou fais de l'exercice, ton objectif ne doit pas être de finir trempé de sueur, car tu sais déjà que la sueur n'est que de l'eau, avec des électrolytes qui rafraîchissent le moteur. Ton objectif est d'augmenter la demande en oxygène. Souviens-toi du chiffre de Mirmal. Tu as besoin de 29 kg d'oxygène pour mobiliser 10 kg de graisse. Si ta respiration est superficielle ou toujours par la bouche, cet oxygène n'arrivera pas avec une pression suffisante au réacteur cellulaire. Pour pouvoir capter le carbone,
Envisage-le différemment à partir de maintenant. Bouger, en réalité, n'est qu'un prétexte pour forcer tes poumons à évacuer ce gaz invisible. Et s'il n'y a pas une bonne ventilation, il n'y aura pas de perte de masse. C'est aussi simple que ça. La deuxième règle, c'est que si tu veux perdre du poids, tu dois apprendre à envoyer des signaux de gaspillage à tes moteurs. Et remarque que j'utilise délibérément le mot gaspillage. La nutrition traditionnelle te dit que la faim est le seul chemin. C'est-à-dire qu'elle t'invite constamment à devenir encore plus avare avec ce que tu manges. Et moi je te dis que le chemin, celui qui fonctionne le mieux, je ne dis pas que l'autre ne marche pas, mais celui qui marche le mieux, c'est d'apprendre à ton corps à être généreux avec l'énergie. Et il n'y a pas de meilleure preuve de générosité que d'apprendre à la laisser partir. Dans ce sens, le signal de gaspillage le plus puissant que connaît notre biologie, c'est le froid. La faim est un signal d'économie extrême. Le corps prend peur et ferme les vannes. Le froid, en revanche, est un signal de priorité à la climatisation. Le corps comprend que maintenir les 37 degrés Celsius est plus important que de stocker de la graisse, et c'est là qu'il ouvre la main et permet le gaspillage. Et lorsque tu prends une douche d'eau froide, même si ce n'est que pendant 30 secondes, tu n'es pas en train de faire une pénitence. Ne le vois pas de cette façon. Ce que tu fais, c'est envoyer une commande électrique directe à ton cerveau qui lui dit clairement « danger de congélation, priorité maximale, produire de la chaleur ». Et à cet instant, ton corps cesse d'être un économe avare et devient un poêle. Elle active ta graisse brune et donne l'ordre à la turbine dont nous avons parlé, de cesser de produire de l'énergie pour la stocker et de commencer à brûler du carbone. Juste pour que tu ne prennes pas froid. Tu vois, à ce moment-là, la turbine s'accélère, l'oxygène afflue en abondance et la graisse commence à circuler vers tes poumons. Mais pas parce que tu bouges plus, mais parce que ta programmation biophysique a décidé qu'il est plus important de te garder au chaud que de te garder gros. Regarde comme c'est simple et facile. En quelques mots, ce que tu fais, c'est forcer les ciseaux à travailler d'arrache-pied. Et tout cela sans aucun besoin, sans aucun besoin de te priver de nourriture. C'est un changement de programme. Tu passes d'un mode stockage à un mode chauffage. Et avec cela, il est temps de te présenter la troisième règle qui est la plus oubliée de toutes et elle est très simple. Prends soin de la lubrification de tes turbines. Et comment faire? Eh bien, avec la lumière solaire infrarouge. Tu vois, ta programmation biophysique utilise la lumière pour synchroniser les rythmes des mitochondries. La science microforensique a démontré que les photons de la lumière rouge du matin, celle qui ne brûle pas, pénètrent dans tes tissus et activent une enzyme appelée cytochrome C oxydase. C'est comme si tu mettais de l'huile neuve dans la turbine de l'ATP synthase. Tu vas améliorer l'efficacité du réacteur et préparer le terrain pour que lorsque le corps réclame de l'énergie, l'oxydation soit fluide et ne se bloque pas. Tu peux manger de la manière la plus saine du monde. Mais si tes mitochondries ne reçoivent pas l'information lumineuse du soleil, l'ATP synthase tournera difficilement. La lumière solaire de l'aube agit comme un véritable lubrifiant quantique. Et lorsque ces photons pénètrent dans ton corps, ils activent une enzyme qui prépare la cellule. Pour que, lorsque tu as besoin d'énergie, le processus d'oxydation soit fluide et ne se bloque pas. Sans lumière, le carbone reste collé à tes cellules comme de la suie dans un vieux moteur. Comme tu peux le comprendre, il est essentiel de sortir dehors pour que le soleil t'atteigne. Et comme je te le dis toujours, si tu n'as pas beaucoup de soleil là où tu vis, utilise des lampes à infrarouge. Aujourd'hui, elles sont parfaitement développées, mais garde à l'esprit qu'il te faut une lampe qui délivre 850 nanomètres. C'est très important car dans les lampes à infrarouge, la lumière de 650 nanomètres est une lumière rouge visible.
Elle est fantastique, mais elle a un problème. Elle est presque entièrement absorbée dans les premiers millimètres de la peau. Elle est géniale pour le collagène ou pour traiter la peau, mais elle n'atteint pas avec assez de puissance le réacteur que tu veux vraiment activer, la mitochondrie, si tu veux perdre du poids. Et tu dois en plus atteindre les mitochondries des tissus les plus profonds. Et pourtant, celle de 850 nanomètres correspond à l'infrarouge proche et, à cette fréquence, la lumière est invisible à l'œil humain. Mais pour notre biologie, elle agit comme un véritable forêt quantique. Avec cette puissance, la lumière infrarouge a la capacité de traverser la peau, les vaisseaux sanguins et d'atteindre plusieurs centimètres en profondeur, atteignant les muscles et cette graisse blanche que nous voulons découper avec nos ciseaux de carbone. Et c'est là que la magie de l'ingénierie opère. L'enzyme dont j'ai parlé, la cytochrome C-oxydase, présente ses pics d'absorption d'énergie les plus puissants précisément dans ces deux bandes. Mais c'est la longueur d'onde de 850 nanomètres qui parvient réellement à accélérer la turbine de l'ATP synthase dans les zones où la masse s'accumule, que nous voulons expirer. J'en suis sûr. Qu'avez-vous compris? L'optimisation ne provient pas d'un régime alimentaire, mais de signaux environnementaux. Le corps, et vous ne l'avez pas dit vous-même, vous m'avez entendu le dire à maintes reprises, il s'agit d'un organisme autoprogrammable qui analyse son environnement. Et la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que vous pouvez pirater votre propre système, forcer le découplage, transformer votre graisse blanche en graisse brune ou en graisse beige, dans un état intermédiaire où tes poignées d'amour commencent à se comporter comme des radiateurs. Tu vois, il ne s'agit pas de lutter contre ton corps, mais de changer les commandes que reçoit l'ATP sans limite. La nutrition traditionnelle considère le corps comme une boîte fermée, avec des calories qui entrent contre des calories qui sortent. Cependant, l'approche à laquelle nous invite la biophysique considère le corps comme un système à flux ouvert. Compter les calories. C'est comme essayer de vider un entrepôt encombré de cartons en surveillant seulement que plus aucun camion n'entre par la porte principale. De façon encore plus absurde. Alors que la biophysique t'invite à ouvrir grand les quais de chargement à l'arrière pour que le stock commence à circuler vers l'extérieur. Froid. Le critère n'est pas seulement la quantité de marchandises qui entrent, mais combien de portes de sortie as-tu en fonctionnement, c'est-à-dire quelle est l'efficacité de tes mitochondries? Si tu appliques ce protocole, ce que tu feras, c'est adopter une vision de gestion des flux d'énergie et de chaleur, où la bonne santé de tes mitochondries sera aussi importante que ta capacité d'oxygénation. Comprendre tout cela en profondeur va te donner une véritable souveraineté biologique, que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu n'auras plus du tout à lutter contre ton propre corps, comme s'il s'agissait d'un ennemi redoutable qu'il faudrait absolument punir par la faim et les privations constantes. Non, maintenant tu sais que c'est un organisme qui a seulement besoin que tu lui donnes les bonnes instructions, à travers les yeux, la peau et les poumons. Tu passes de la gestion de la rareté à la gestion de l'abondance d'énergie et de chaleur. J'imagine que tu te rends compte de la différence. La nutrition traditionnelle te demande de te faire petit, de retirer, de soustraire, alors que la biophysique te demande de t'étendre, de respirer, de sentir le froid et de chercher la lumière pour que ta machinerie atomique fonctionne. Le travail pour lequel elle a été conçue il y a des millions d'années. Et maintenant, juste avant la fin, je vais te donner 2 précisions que je pense nécessaires, surtout pour éviter les malentendus. La première, Thomas, c'est pour t'expliquer que ce dont je te parle, c'est d'ingénierie de précision. La biophysique ne remplace pas la nourriture, mais elle permet à la nourriture de fonctionner. Le jeûne que tu peux pratiquer ou le régime que tu suis, c'est comme la logistique, pour commencer. Cependant, la biophysique, c'est un peu comme le démarrage du moteur.
Tu vois, tu peux avoir le meilleur carburant du monde, c'est-à-dire un excellent régime alimentaire, et tu peux choisir de remplir le réservoir seulement une fois par jour, c'est-à-dire pratiquer le jeûne intermittent. Mais si tu as une pomme de terre coincée dans le pot d'échappement et les bougies d'allumage pleines de graisse, la voiture ne bougera pas. La respiration, c'est ton pot d'échappement et c'est par là que la masse s'échappe. Et la lumière ou le froid, ce sont les bougies qui déclenchent la combustion. Si l'échappement est bouché, le régime ne fonctionnera pas pour toi. Et il y a une deuxième remarque, peut-être encore plus importante. La comptabilité de Meerman, c'est comme un marteau, scientifiquement prouvé. Ce n'est pas que respirer fait maigrir par magie, c'est qu'il n'existe physiquement aucun autre moyen pour que la graisse s'en aille. Si tu veux perdre 10 kilos, tu dois expulser 8,4 kilos de carbone par le nez. Et c'est une loi douanière atomique. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un inventaire. Tu peux arrêter de manger autant que tu veux, mais si tu n'extrais pas et n'exhales pas ce carbone, le poids reste à l'intérieur. C'est comme ça. Le régime peut réussir à vider l'entrepôt, mais c'est la respiration qui fait sortir la marchandise dans la rue. Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à respirer un peu plus fort parce que vous montez une colline, des escaliers, ou parce qu'après ces 30 secondes d'eau froide, vous avez besoin de mieux respirer, ne pensez pas que vous êtes à bout de souffle, pensez plutôt que vous ouvrez la cheminée. Inshakik. Chacune de ces expirations est en réalité une victoire physique. C'est un morceau de ce passé accumulé qui trouve enfin le chemin de sortie vers l'atmosphère. Ce que je t'ai raconté aujourd'hui n'est pas une astuce, c'est une loi universelle. Ton corps n'est pas un sac qu'il faut punir par la faim ou par un exercice exténuant jusqu'à l'effondrement. Ton corps est un système biologique qui lie son environnement et qui s'ajuste. Si tu lui donnes de la lumière artificielle, une température constante et de la nourriture transformée, il lira l'hiver et la pénurie et se mettra en mode économie. Si tu lui donnes de la lumière du soleil, l'impact du froid et une respiration nasale consciente et profonde, il lira la vitalité et commencera à lâcher du lest. Tu verras la clé. Pour y parvenir, il s'agit d'arrêter de compter les calories et de commencer à faire attention. Dans ta capacité d'expiration, dans la reprogrammation de ton thermostat et dans la surveillance de la lumière, pas seulement de l'assiette, commence dès demain matin. Il n'est pas nécessaire de changer de vie du jour au lendemain et encore moins de le faire seul. Assure-toi qu'au moins une fois par jour, ton corps reçoive le signal qu'il doit produire de la chaleur par lui-même et que tes poumons soient prêts à évacuer le carbone en trop. Tu as le contrôle du panneau de commande, tu as aussi les connaissances de Lavoisier, les mathématiques de Meerman et la technologie de tes propres mitochondries qui travaillent. C'est pour toi. Sache que les lois de la physique ne mentent jamais et ton corps n'oublie absolument pas comment il doit fonctionner. Il est simplement en train d'attendre patiemment que quelqu'un lui donne les instructions les plus appropriées pour lui. Alors respire profondément, expire ton passé et commence à habiter cet organisme de précision que la nature t'a prêté. Si tu as aimé la vidéo et si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service. Si tu la partages, car tu m'aideras à diffuser le savoir. Comme je te le dis toujours, vas-y, toujours de l'avant. Et je te lis dans les commentaires. Merci beaucoup.